Jean-Vincent, vous avez la parole. Donc, une présentation rapide. Vous n'êtes pas de l'automobile, vous êtes de ce que France Tech est donc une société qui intervient dans différents domaines et beaucoup dans l'expertise dans les marchés des particuliers, des professionnels, des entreprises et de la construction. Donc, on intervient pour la plupart des assureurs qui sont dans cette pièce ou à distance, mais sur ces autres marchés. Donc, le sujet je vous remercie de nous avoir invités, un peu surpris d'abord au départ en me disant, tiens, l'IRD, l'automobile, c'est deux mondes où il y a des passerelles, peut-être des ponts, et on le verra en échangeant. Et de ce que j'ai déjà entendu ce matin, commune. Et vous êtes aussi, par rapport à ça, sur l'assurance. Donc voilà. Donc ce benchmark et cette vision étaient assez intéressantes. On vous laisse justement dérouler votre présentation parce que on va dire que votre entreprise a déjà des solutions ou des préconisations. Donc expliquez-nous un petit peu votre vision. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous faire vivre un peu un chemin qu'on a parcouru. Ce chemin, il a commencé il y a 4 ans. On est parti de ce constat, de ce graphique, qui est la part des émissions de CO2 par secteur économique. Et on voit que, alors le transport de personnes, sujet qui peut concerner beaucoup d'acteurs dans cette pièce, c'est 27% des émissions, enfin presque 28% selon l'ADEME, et le bâtiment, 25%. Donc on est très proche en fait, en termes d'émissions, de quantité d'émissions de CO2 par secteur économique. Ce schéma-là, c'est un des schémas de l'ADEME où l'énergie n'est pas considérée comme un secteur d'activité en propre. Et c'est assez intéressant parce qu'effectivement, sinon l'énergie forcément émet beaucoup de carbone, mais l'énergie, c'est pas un produit qu'on achète en se disant, tiens, chérie, on va s'acheter 1 mégawatt d'électricité cette semaine. C'est assez rare comme activité. Donc effectivement, l'énergie, elle est produite pour des secteurs économiques. Donc effectivement, en neutralisant l'énergie comme un secteur d'activité, l'ADEME présente ce schéma et se dit, voilà, là où on peut agir. Donc transport de personnes, bâtiments, alimentation. Donc c'est une dimension intéressante et on s'est dit, pour les assureurs, donc ça c'est un travail de 2020, pour les assureurs, chaque année, dans les différents domaines, on chiffre pour 2,5 milliards de dommages au bâtiment. Donc si on chiffre pour 2,5 milliards de dommages au bâtiment, forcément, il y a un lien avec les émissions. Alors quel lien? On a commencé à regarder ce qui existait comme méthodologie pour la réparation des bâtiments. Donc à peu près comme dans l'automobile, a priori, rien. Il existait pourtant un document, une méthode donnée par l'ADEME avec une base de données INES sur les travaux neufs dans le bâtiment. Et donc ça nous donnait quand même des éléments d'inspiration. Le premier de ces éléments d'inspiration, et ça a déjà été présenté dans les grandes lignes, c'est l'analyse du cycle de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, les émissions qu'on doit prendre en compte, ce sont dans un cycle de vie complet. Alors, je vous propose de vivre avec moi, alors ce n'est pas une expérience très heureuse d'habitude, mais pourquoi pas, de vivre un sinistre avec moi. Vous avez suivi un sinistre, un expert va intervenir et des travaux vont être réalisés. La première étape de ces travaux, ça va être d'évacuer les biens qui ont été endommagés par le sinistre. On va prendre un sujet d'actualité. Si vous habitez dans le 77 ou le 78, vous avez peut-être subi une inondation si vous êtes situé proche d'un cours d'eau ou en partie basse, donc de l'eau qui est montée à hauteur de 20 à 30 cm. Si vous avez des cloisons en placo-plâtre, ces cloisons, elles sont endommagées. Donc on va évacuer ces cloisons. On va les prendre, les évacuer, les transporter, ça émet du carbone. Ensuite, quelqu'un, quelque part, va fabriquer des plaques de placo, de la peinture pour aller faire ces réparations. C'est toute la partie fabrication des matériaux et transport. Donc il va falloir fabriquer ces matériaux. Sur le placo-plâtre, c'est principalement fabriqué en France, mais le placo, on va chercher du plâtre, de la terre d'abord, qu'on va chauffer, qu'on va coller sur du carton et qu'on va transporter. Ensuite, une entreprise va venir chez vous et va poser ces matériaux. Donc c'est l'étape pose-construction. Donc on va poser ces matériaux. On a ensuite une phase d'exploitation. Alors pour l'automobile, c'est une phase très importante. Pour le bâtiment, souvent moins. L'exploitation, c'est de dire que pendant la durée de vie du matériau ou du bien, il va émettre du carbone. Ou l'entretien de ce matériau va émettre du carbone. Sur la peinture et le placo-plâtre, c'est passif, c'est très faible, voire négligeable selon les référentiels de l'ADEME. Par contre, si on change une chaudière, par exemple, on voit bien qu'il va y avoir des impacts différents en fonction de la chaudière qu'on va retenir. Et puis, ce matériau qu'on va changer, ce bien qu'on va changer, il va avoir une durée de vie. Et là, il y a des choix qu'on peut faire. Tous les matériaux n'ont pas la même durée de vie. Alors, je vais rentrer dans quelques exemples techniques, mais si je choisis par exemple un sol en PVC, ça a une durée de vie donnée pour 7 à 10 ans. Un sol en linoléum, alors d'abord c'est beaucoup plus éloigné du pétrole, et en plus ça a une durée de vie de 30 ans. Donc on voit bien que ce bien qu'on va remplacer, il va
devoir à nouveau être remplacé et puis à nouveau évacué. C'est la fin de vie. Donc, c'est en fait ce qu'on peut appeler prendre le cycle de vie, finalement, du berceau à la tombe et en faisant ce cycle de vie complet. Alors, on a commencé à faire ce travail et aujourd'hui, on a évalué 711 actes de la réparation et on continue à enrichir cette base. Elle est d'ailleurs disponible en open source. Vous pouvez la télécharger ainsi que la méthode sur le site de Saretech. Elle est accessible à tous. Donc 711 désignations. Alors concrètement, ça fait quoi? Concrètement, si on prend par exemple protéger et décorer 1 mètre carré de mur avec une peinture aqueuse pendant une durée de référence de 7 ans, donc on voit qu'à chaque fois on va avoir ces éléments-là, c'est quoi l'unité d'œuvre et c'est quoi la durée de vie. On va avoir un total 3,22 kg de CO2. La phase de démolition, 100 grammes. La phase de production, 2,7 kg. La phase de construction, 300 grammes. L'utilisation passive, 0. Fin de vie, 100 grammes. J'ai une petite question, Vincent. 7 ans de durée de vie d'une peinture, les miennes, elles ont 20 ans. Alors effectivement, il faut avoir des références. Alors si elles ont 20 ans, j'en déduis que vous n'avez probablement pas d'enfants en bas âge J'en ai eu comme tout ou de chats qui vivent dans ces pièces. Ça, pas, oui, donc globalement, la durée de vie d'une peinture, donc il faut faire des choix, et ça fait partie justement de ces différentes dimensions qu'on va avoir sur toute mesure d'unité carbone. Il faut faire des choix. Donc le choix, c'est un choix de référence, c'est une durée de vie de 7 ans. Ça correspond aussi à des durées de mutation, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'un bien va être acheté, en fait, il va être revendu, il va être loué, et globalement, souvent, on refait les peintures quand on rentre dans un nouveau bien. Et donc, ça veut dire que la durée de vie va être généralement en moyenne de 7 ans, c'est ce qu'on constate. On a un spécialiste de la peinture, il pourra nous répondre cet après-midi. Voilà. Avec grand plaisir. Alors, il pourra aussi nous dire ce qu'est la peinture aqueuse, parce que le marketing fait des merveilles, donc la peinture aqueuse, c'est logiquement une peinture... C'est acrylique, non? C'est à l'eau, non? C'est quoi? Alors, vu le nom, on se dit c'est à l'eau, c'est lavable à l'eau. En revanche, le composé principal qui va être utilisé dans cette peinture, ce sont bien des résidus du pétrole. Ah, c'est tout l'inverse, oui, d'accord. Oui, donc c'est résidus du pétrole. Et donc c'est pour ça qu'on voit que la phase de production, c'est 2,7 kg de CO2, donc c'est l'essentiel des émissions. Là aussi, pour vous dire sur ce travail qu'on a fait, ce qu'on mesure, c'est que les matériaux dans la réparation du bâtiment, c'est en règle générale au-delà de 60% des émissions. Donc les matériaux, c'est là où on retrouve l'essentiel, cette phase de production et transport des matériaux, c'est là où on retrouve l'essentiel des émissions. Donc plus de 60% des émissions, ce sont les matériaux. Alors une fois qu'on a fait ce travail, on se dit, on sait mesurer. Alors c'est ce qu'on fait depuis 2 ans et demi, depuis l'été 2022, on mesure, à chaque fois qu'on évalue un sinistre, on évalue son bilan carbone. Et donc, en faisant ces évaluations, je peux vous dire que les 2,5 milliards de travaux chiffrés chaque année par Saretech, c'est 865 000 tonnes de CO2. Je vais faire un parallèle, on disait scope 1, 2, 3. Si je prends aujourd'hui dans le périmètre scope 1, 2, 3, alors là c'est le bilan 2021 des émissions de gaz à effet de serre pour Saretech, c'est 12 000 tonnes. Donc si je fais la référence, 12 000 tonnes d'un côté, 865 000 tonnes de l'autre. Là, si je m'adresse aux assureurs, si vous faites ce calcul, vous allez arriver au même résultat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vos émissions propres pèsent sans doute, pour le domaine IRD et construction, entre 0,5 et 2% des émissions de la réparation globale. Alors là, on peut se dire, c'est super. C'est super parce qu'en fait, on a un terrain sur lequel on peut avoir un impact énorme, celui des émissions de la réparation, sur lequel jusque-là, quasiment rien n'est fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire dans nos structures à chacun, mais pour vous dire, depuis 2021, pour Saretech, on est passé à 100% d'énergie renouvelable produite en France. On a transformé le parc automobile, on a plus de 880 véhicules, il y en a aujourd'hui 30% qui sont 100% électriques. On est passé de 12 000 tonnes à 9 000 tonnes en augmentant les effectifs. Donc on a réduit de 30% par ETP les émissions. Si je prends sur le bilan global, ça veut dire qu'en fait, on a réduit de 0,3% les émissions totales. Il faut le faire, il faut avoir une vertu d'exemplarité, mais pour autant, il faut vraiment aller chercher les émissions de la réparation. Alors, une fois qu'on avait fait ce bilan, on s'est dit, OK, mais on fait comment? On fait comment pour réduire? Et on a défini ce qu'on a appelé une bonne pratique bas carbone. Une bonne pratique bas carbone, c'est ce qui permet de réduire les émissions au maximum à un prix équivalent.
Alors, pourquoi au maximum à un prix équivalent? Alors, des solutions qui permettent de réduire les émissions en augmentant les coûts, on en trouve plein. En revanche, ça ne rentre absolument pas dans le modèle économique de l'assurance, parce que si on fait dériver les coûts techniques, on fait dériver les primes. Et j'entendais tout à l'heure que la RSE, ça dit beaucoup de choses. Nous, on a fait le choix, par exemple, dans notre bilan RSE, de dire que la maîtrise des coûts, ça fait partie d'une démarche RSE, parce que ça permet de maintenir les coûts des sinistres et donc les primes à un niveau abordable, en particulier par les plus fragiles dans la société. Donc ça veut dire que maîtriser les coûts et maîtriser les solutions, c'est aussi continuer à rendre l'assurance accessible au plus grand nombre, et en particulier aux plus fragiles. Donc il faut réduire les émissions au maximum à un prix équivalent. C'est le grand débat, hein. C'est de savoir si effectivement le plus écologique et le plus économique sont compatibles. Eh ben, alors on a trouvé des solutions. On a trouvé des solutions et on a aujourd'hui 5 catégories de bonnes pratiques bas carbone. Ça relève soit des procédés, c'est-à-dire des façons de faire, par exemple, et on va retrouver tout de suite des passerelles avec le monde de l'auto, réparer au lieu de remplacer. On a même repris le nom de ce qui existait déjà dans le domaine de l'automobile. Réparer au lieu de remplacer, réemployer des matériaux, puisqu'on voit que le sujet des matériaux est quand même au cœur de nos enjeux, réduire les consommations, et puis vraiment très directement sur les matériaux, utiliser des pièges à carbone. Alors c'est quelque chose qu'on ne rencontrera, je pense, pas dans l'automobile, mais il y a des matériaux, par exemple le bois, qui sont considérés dans les normes comme des pièges à carbone. Ça veut dire que ce bois a été produit pour être utilisé dans le bâtiment, que c'est un bois à usage durable, et c'est le cas aujourd'hui de quasiment tout ce qui est utilisé dans le bâtiment. Donc il a été produit pour être utilisé dans le bâtiment, et tout le temps où il reste dans le bâtiment, il est considéré comme ayant un impact négatif. Donc ça veut dire que, par exemple, je reprends votre inondation, désolé hein, si vous habitez dans le 77, et que malheureusement votre carrelage a été suffisamment endommagé il faudrait changer ce carrelage. Pourquoi ne pas, au lieu de changer le carrelage, évacuer ce qui a été endommagé et créer un sursol en bois? Donc on crée un sursol en bois. En termes de confort, on pourra voir qu'il y a peut-être des impacts positifs. Et puis ce sursol en bois, il sera un piège à carbone. Et ça évite de devoir évacuer ce carrelage endommagé. Le carrelage, c'est quoi en fait d'ailleurs? C'est quoi? C'est fabriqué comment le carrelage? Fabriqué comment le carrelage? Question piège, aidez-moi. Fabriqué, oui. Ouais, c'est produit comment? C'est produit comment? Alors, si je prends le grès cérame, ce qu'on va retrouver généralement, le carrelage, c'est simple, on va chercher du grès. Faut chauffer en tout cas. Ouais, à 1200 degrés pendant longtemps. Donc, c'est aujourd'hui chauffé soit avec du gaz, c'est principalement le gaz qui est utilisé pour chauffer le carrelage. Donc, on peut imaginer aussi, et je pense que c'est un deuxième point intéressant, c'est de dire que le carrelage, il a connu des pics, il est un peu redescendu suite à la baisse de l'électricité, mais par rapport à il y a 5 ans, le prix du carrelage, en moyenne, c'est 47% supérieur au prix qu'on constatait en 2020. Donc ça veut dire qu'indépendamment des enjeux de crise climatique, il y a aussi des enjeux économiques très directement liés au fait que les ressources carbonées, elles sont limitées et donc elles coûteront de plus en plus cher. Donc il y a l'exploitation, il y a aller chercher les matériaux pour le faire et puis la fabrication, oui. Les deux impacts. D'ailleurs, le carrelage que vous posez en France, qui vient principalement d'Espagne ou je sais pas, ou de alors, je sais pas d'où il vient. Le premier pays producteur, enfin le premier pays importateur de carrelage vers la France, c'est la Turquie. Ah. Donc en plus, ce sont des matériaux particulièrement légers à transporter. Donc vous imaginez bien que le transport émet très peu de carbone là aussi. Donc, et ça rebondit sur la question qu'on a évoquée, ça veut dire que réparer bas carbone, c'est aussi transformer du matériau dans de la main-d'œuvre. Du matériau qui est très souvent importé dans le domaine de la construction, par de la main-d'œuvre qui est forcément locale. Donc ça veut dire que là aussi, on reboucle sur cette logique RSE, c'est de se dire que finalement, socialement, on transforme du matériau en de la main-d'œuvre, de l'importer par du local. Et puis, la question de privilégier les matériaux à faible émission, je vous donne quelques exemples, on l'a déjà dit, conserver les demi-cloisons en placo-plâtre, remanier une toiture sur du réemploi. Alors, il y a, dans le réemploi, je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec l'automobile, mais il y a 3 possibilités dans le réemploi des matériaux en IRD. Il y a ce qu'on appelle la réutilisation. Ça veut dire que je vais réutiliser un bien là où il était. Par exemple, j'ai un problème de charpente, j'enlève la couverture en tuile, je corrige mon problème de charpente, je remets la couverture en tuile. C'est de la réutilisation. Je ne change pas tout. Donc ça, c'est un premier niveau. Ensuite, j'ai vraiment le réemploi. Ça veut dire que je vais aller chercher un matériau qui n'était pas sur le chantier, qui a déjà été utilisé ou qui a été stocké sur un autre chantier et le ramener vers mon chantier.
Sur le réemploi dans le monde du bâtiment, aujourd'hui, on a des choses qui fonctionnent bien. Par exemple, tout ce qui est équipement sanitaire, un bac à douche. Il a des propriétés, c'est un produit industriel en réalité, qui a des produits qui peuvent être mesurés, validés, et donc on peut réemployer un bac à douche. Le carrelage, je reviens à ça, hein, parce que c'est très émissif. Le carrelage, bien souvent, et vous le savez tous, hein, quand on commande du carrelage, on en commande toujours un peu plus. Alors quand on fait ça sur un bâtiment industriel, avec 4000 mètres carrés, on en commande 10% de plus. Ça veut dire qu'il y a 400 mètres carrés qui ne sont pas utilisés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 400 mètres carrés de carrelage qu'on peut réutiliser. Sur la peinture, c'est la même chose. Quand on construit un bâtiment neuf, on commande finalement des milliers de litres de peinture qui ne sont pas utilisés. Donc, ça veut dire qu'il y a des domaines sur le réemploi dans le bâtiment qui sont très larges parce qu'il y a des excès, et c'est normal, dans les chantiers. Ça, c'est quelque chose de nouveau. La réutilisation, on va dire, ça ne se faisait pas dans le passé. La réutilisation, ça se faisait. Hein, si vous regardez n'importe quel bâtiment qui a plus de 200 ou 300 ans, en réalité, vous allez voir, il y a plein de choses qui ont été réutilisées. En fait, c'est des bonnes pratiques. La réutilisation, ce sont vraiment des bonnes pratiques. Le réemploi, on est en train de structurer la filière dans le domaine du bâtiment. Alors, ça fait sans doute un lien avec la PIEC, hein, forcément. Et donc, on est en train de structurer la filière globalement dans le domaine du bâtiment, mais c'est en train d'arriver. On va le dire tout de suite, on n'a pas de sujet aujourd'hui législatif, comme on peut en avoir sur la PIEC, au niveau du bâtiment, sur le réemploi. On n'est pas obligé d'informer directement. Non. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui telle qu'elle existe sur la PIEC. Il y a quelque chose à faire. Hein. Non, mais et on va le dire tout de suite. Alors du coup, qu'est-ce que ça fait? Alors, on a lancé des pilotes. Le premier pilote, c'était il y a plus d'un an et demi, avec Gann Assurance en Île-de-France, avec un réseau d'agents. En plus, on s'est dit, voilà, comme ça donne une vision à la fois de la proximité et puis de ces dispositions. Comment est-ce qu'on fait pour réduire les émissions? Ce qu'on a réussi à faire, c'est donc depuis un an et demi, sur les chantiers sur lesquels on est intervenu avec, donc dans ce contexte-là, c'est à réduire les émissions de 13% à un coût équivalent. Donc c'est déjà possible. Bon, alors, entre nous, les premiers pourcents, ils sont faciles. Hein. C'est-à-dire quand on ne faisait rien et qu'on commence à faire quelque chose, c'est plus simple. On sait que les étapes suivantes, elles seront plus complexes pour continuer à diminuer les émissions. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a diminué de 13% sur ce pilote. Et on envisage de le déployer d'ailleurs avec Gann Assurance France entière. On a démarré un deuxième pilote avec la Maïf sur d'autres secteurs. Et on voit que ça va fonctionner. Alors, ça va fonctionner, pourquoi? D'abord parce que dès le départ, on a fait ce travail-là avec des entreprises de la réparation. Et le point qui a été évoqué sur la question de l'intérêt de l'entreprise à réparer bas carbone, il s'est posé tout de suite. Je vais l'illustrer. Je dois changer 10 menuiseries, 10 portes-fenêtres dans un immeuble. Une porte-fenêtre, c'est, pour faire simple, mettons 3 000 €. 10 porte-fenêtres, 3 000 €. C'est un beau chantier à 30 000 € pour l'entreprise. Sa marge est de 10%, c'est une hypothèse. Elle va gagner 3 000 € sur ce chantier. Je lui propose maintenant de réparer ces menuiseries. C'est tout à fait possible. C'est 4 fois moins émissif. Donc c'est super. Réparer une menuiserie, c'est, dans ce contexte-là, 500 à 600 €. 10 fois 500 à 600 €. C'est un chantier qui est un peu moins sympa déjà, 6 000 €. Ma marge est de 10%, 600 €. Donc finalement, l'entreprise n'est pas incitée à réparer. Et donc, dès le départ, le choix qu'on a fait, c'est dans ces logiques bas carbone, de dire quand on dit à prix équivalent, il faut trouver des solutions où on préserve en euros la marge de l'entreprise. Et si la marge de l'entreprise est préservée, c'est-à-dire si au lieu de réparer à 500, 600 € plutôt que d'aller changer complètement la menuiserie, on accepte d'avoir un tarif à 800 €. Donc 800 € versus 3 000, maîtrise des coûts présents, maîtrise des émissions 4 fois. Et pour autant, l'entreprise retrouve sa marge. Donc ça a été un facteur clé de succès. On l'a vu tout de suite. Et pour embarquer les entreprises et les réparateurs, ça a fonctionné tout de suite en leur démontrant et en travaillant avec eux sur leur marge. Que leur marge était préservée. On va avancer, Jean-Vincent, parce que le temps file. Sur les matériaux, je vous propose encore un petit exercice. De peinture. Oui, toujours sur la peinture. Parce qu'elle a 20 ans. Je pense que c'est le moment de changer. D'accord. Laurent, c'est le moment. J'y pense en plus, c'est vrai. Donc, vous avez le choix.
sur la gauche, sur ma gauche, là, vous avez une peinture achetée chez Leroy Merlin, Luxens, 2 litres et demi, 36,90 €. Ou vous avez sur ma droite une peinture Circouleur, c'est une peinture recyclée, 2 litres et demi, 36,90 €. Dit comme ça, vous allez choisir quelle peinture? Ouais, politiquement correct, je vais prendre celle de droite. Mais enfin, moi, je suis un petit peu spécial parce que je vais privilégier la qualité de la peinture aussi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le rendu de la peinture. Ce n'est pas forcément que son prix. Mais donc, effectivement, à prix équivalent, je risquerais d'aller sur celle de droite. Ouais, ouais, alors, nous, c'est ce qu'on s'est dit au début, hein. Donc là, je vous mets les émissions. On s'est dit au début, on va aller voir les assurés, on va leur dire, eh ben, franchement, c'est super, c'est à prix équivalent et c'est moins d'émissions. Eh ben, tout le monde nous a répondu un peu comme vous. On a dit, alors c'est super, mais moi, on va juste faire à l'identique, et puis pour les autres, vous ferez le bas carbone, quoi. C'est bien. Alors on s'est dit, donc il y a un sujet économique avec les réparateurs, et dans la logique de partie prenante, il y a aussi un vrai sujet avec l'assuré. C'est ce que j'allais vous poser. Vous me posez la question en tant qu'assuré, mais ce n'est pas moi qui vais peindre. Alors, quand ce n'est pas vous qui allez peindre, même si ce n'est pas vous qui allez peindre, vous allez vous poser la question. Qu'est-ce qu'on va mettre comme peinture chez moi? Qu'est-ce qu'on va mettre comme matériau chez moi? J'y vis tous les jours, hein. Donc ça m'intéresse. Donc c'est moi qui choisis et c'est le professionnel qui applique. Exactement. Ou ça peut être moi, hein, en IRD aujourd'hui, dans presque 15 à 20% des cas, c'est le client qui fait lui-même ses travaux. Donc la question, elle se pose quand même, de se dire qu'est-ce qu'on va choisir. Et là, on s'est rendu compte que si on abordait le sujet par le carbone, ça ne marchait pas. Enfin, ça marchait collectivement, c'est un bénéfice collectif, mais individuellement, commencer d'abord par les autres. Pour autant, si je reprends les différentes propositions qu'on a faites, cette peinture qui est ici, c'est écrit tout petit, vous ne le verrez pas, mais en termes d'émissions de composés organiques volatiles, elle est classée A+, ça veut dire qu'elle n'émet quasiment aucun composé organique volatile, par rapport à la peinture de gauche qui en émet beaucoup. Vous préférez une peinture meilleure pour votre santé? Oui, alors oui, mais ça c'est important parce que c'est un élément aujourd'hui qui fait partie des discussions, savoir les émissions, il faut aérer les maisons ou autres, donc je pense que question santé publique, c'est un point important aussi. Et je pense que c'est cette approche-là, c'est-à-dire si on aborde le bénéfice individuel, vous préférez une peinture meilleure pour votre santé? C'est rare qu'on nous dise non, enfin, dans ce cas-là. On l'a évoqué, c'est sur la question de la PIEC, et on a la même chose. Réparer une menuiserie, aujourd'hui, c'est un chantier qui va prendre 15 jours. Vous avez votre porte-fenêtre qui est cassée. Si on la remplace, le délai, c'est 3 à 4 mois. Par contre, si on la répare, dans 15 jours, ça fonctionne. On fait quoi? On remplace? Ou on répare? Oui. On répare. Dans 15 jours, ça fonctionne. Bénéfice individuel, la rapidité. Donc santé, rapidité. Question avant, c'était pas du tout évoqué ça? Non. Depuis combien de temps vous l'évoquez? Alors, on l'évoque finalement. Alors, ça a commencé. Hein, tout ça, c'est des pratiques qui existaient plus ou moins, mais qui n'étaient pas structurées et valorisées. Structurées en termes de calcul des émissions, et je pense que c'était l'enjeu. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur d'activité, quand on est expert, on mesure tout. C'est le propre de ce métier. Quand on est assureur, généralement, on aime bien mesurer aussi. Voilà. Et donc, en fait, je pense que pour nous, le point de départ, c'est-à-dire de savoir mesurer précisément quelles étaient les émissions de CO2 des chantiers de réparation, c'était la base pour agir. Et aussi pour embarquer nos équipes. C'est-à-dire de rendre nos équipes acteurs d'un changement positif, avoir un impact positif. Une expertise qui non seulement amène une solution à un sinistré, mais aussi amène un vrai bénéfice collectif. On l'a vu avec les assureurs, d'ailleurs les agents ont été très mobilisés sur ce sujet-là, directement. C'est de dire si c'est mieux pour mon client, et qu'en plus moi je peux dire on agit concrètement, ça les a embarqués tout de suite. Donc je pense que ce sujet de l'impact collectif et de la mesure, quand on dit 13%, je reprends les chantiers, un sinistre aujourd'hui expertisé par Saretec, en moyenne, c'est autour de 3 tonnes de CO2. 3 tonnes de CO2, 3 à 4 tonnes de CO2. Si on prend les objectifs de l'accord de Paris, ça doit nous amener à 2 tonnes par Français. Ça veut dire que les 885 000 tonnes de CO2 de Saretec estimées chaque année, c'est Bordeaux Métropole. C'est les émissions, c'est l'impact climatique de Bordeaux Métropole. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire qu'on a un impact à grande échelle. Et ça veut dire que pour experts, assureurs, réparateurs, constructeurs, fabricants de pièces détachées, je pense qu'on peut avoir un impact à grande échelle et le valoriser. Alors attention, il nous reste 5 minutes. Vincent, le temps passe vite, je vous sens passionné justement par le sujet, et c'est extrêmement important votre expérience par rapport à ce qu'on va parler après justement.
Moi, je suis prêt à prendre des questions si. Vous avez fini votre présentation, peut-être? Je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais c'est moi qui ai interrompu aussi. Voilà. C'était presque fini. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Rodolphe, au niveau. On a eu des remarques, mais Jean-Vincent a répondu par rapport à l'utilisation des pièces de réemploi potentiellement, ou la réutilisation, ou le recyclage d'éléments. On a eu une remarque juste sur la notion de remplacer par du bois un carrelage inondé. Est-ce qu'à la prochaine inondation, ça ne peut pas aussi engendrer des frais supplémentaires? Alors, ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'il reste deux grands sujets dans le domaine de la réparation après sinistre. En fait, le premier, c'est de dire, on l'a vu, on est descendu de 13%. Je pense que si on met tout en œuvre, tout ce qu'on connaît, tout ce qui est bonne pratique bas carbone, on imagine, en se projetant un peu dans le futur, qu'on pourra réduire les émissions de 30% de la réparation. C'est super, mais ça s'arrêtera là. En revanche, le sinistre qui émet le moins de gaz à effet de serre, c'est quand même le sinistre qui ne s'est jamais produit. Et donc l'enjeu de la prévention, c'est forcément, c'est le grand enjeu aussi de l'assurance, si on veut vraiment aller au bout de cette logique de réduction des émissions. Ce n'est pas au niveau de l'expertise que ça se situe. Alors, pourquoi pas? Parce qu'en fait, pour prévenir un sinistre, à un moment donné, il faudra sans doute proposer des solutions qui sont adaptées au bâti. Et donc de dire, effectivement, ici, si on veut éviter que le sinistre se reproduise, je reprends mon bâtiment inondé en 77. Dans 100% des cas, il sera un jour réinondé. C'est sûr. Un bâtiment qui a été inondé, vu l'évolution climatique, il sera réinondé, c'est certain. Et donc la question du Build Back Better, comment est-ce qu'on reconstruit mieux, comment est-ce que demain en fait on évite ces émissions, comment est-ce qu'on mesure ça, comment est-ce qu'on valorise ça, comment est-ce qu'on finance ça aussi, c'est des sujets, je pense, si on veut aller au bout de la réduction de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Après la réparation, il y a la prévention et le Build Back Better, la résilience. Moi, j'ai quelques questions justement pour terminer, mais qui vont intéresser les gens de la filière de l'automobile. Vous avez déjà une avance quelque part parce que vous êtes parti en 2020. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé sur la filière ou c'est propre à votre entreprise et sur quoi vous vous êtes basé pour la mesure? Parce qu'on va s'apercevoir, c'est important. Est-ce que ce sont des éditeurs de logiciels qui vous ont fourni des mesures ou sur quoi vous êtes parti? Alors, on s'est principalement basé sur les facteurs d'émission qui sont donnés par l'ADEME. Donc, on est descendu à un niveau de détail assez fin. Et après, pour reconstruire les éléments sur la réparation, en partant des facteurs d'émission donnés dans la base INIES de l'ADEME. C'est principalement là où on était la chercher. On a aussi, à certains moments, été chercher les éléments sur les bases constructeurs qui donnent aussi des facteurs d'émission. Là, on a évité de le faire parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait par contre effectivement des variations de 100 à 200% pour le même matériau selon la méthode qui a été utilisée pour calculer les facteurs d'émission. Je le dis très vite, hein, si par exemple pour dire c'est quoi le chantier type de remplacement d'une menuiserie, si je considère que c'est installer 1000 porte-fenêtres dans un bâtiment, on voit que le calcul de facteurs d'émission que je vais faire, et certains constructeurs ont pris des chantiers types de cette nature-là. Quand je le ramène à une menuiserie, forcément, ce n'est pas linéaire. Et donc, je tombe sur des choses un peu bizarres. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut quand même avoir ce travail de détail. Pour répondre à votre deuxième question, de dire comment est-ce qu'après on a fait. Alors, effectivement, on s'est dit, si on veut agir vite, il faut commencer à faire quelque chose. Donc, on a produit, on a mis l'an dernier en open source ces éléments-là. Il y a déjà un de nos confrères qui a dit, OK, je l'utilise directement. Et on est en train, dans notre filière, dans notre fédération, de travailler pour avoir un référentiel commun et pour mettre tout ça en commun et l'utiliser ensemble. Et c'est déjà reconnu par le par le secteur de l'assurance. Alors, c'est déjà utilisé et l'idée, c'est effectivement d'avoir un élément commun. Je vais le dire très vite, hein, quand même, l'enjeu, c'est pas tellement la mesure. L'enjeu, et ça a déjà été dit, c'est comment on diminue. C'est-à-dire que est-ce que c'est 2 tonnes ou est-ce que c'est 1,5 tonne? La question, si j'ai économisé 500 kilos, j'ai économisé 500 kilos. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc effectivement, il faut aller vite sur un référentiel. Il sera imparfait, il sera perfectible, il évoluera, mais il faut aller vite. Alors, c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans d'autres exemples, c'est qu'il y a déjà des expériences qui ont été faites. Ça a le mérite d'exister, c'est perfectible avec le temps. Mais enfin, je pense qu'effectivement, votre expérience était intéressante à comparer et ça va nous permettre de rebondir dessus. Je dis juste un mot sur la question de à quelle échelle on descend. En revanche, il y a 2 façons de faire ce calcul d'émissions. Il y a en prenant des facteurs économiques. Et c'est par exemple de dire une réparation de 1 000 €, c'est 300 grammes de carbone. Ça existe aujourd'hui dans le domaine de l'auto, je l'ai vu. La difficulté, c'est comment j'agis avec ça. C'est-à-dire que si c'est 1 000 €, 300 grammes, je veux diminuer les émissions, ben je fais comment? Je diminue les coûts. Ok, bon, ben super, par une baguette magique, je diminue les coûts. Si on a un facteur de granularité qui nous permet de dire, ok, ce qui concentre les émissions, par exemple, c'est tel type de réparation,
avec tel type de pièce, avec tel élément, c'est là où je peux aller chercher les gains d'émission. Donc il faut quand même accepter de descendre assez finement à l'échelle de la réparation. Très bien. Rodolphe, on est dans le temps, on est dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle peut-être? C'est ce que j'avais proposé au cas où. Si vous avez des questions dans la salle. Non, on avait juste une petite remarque par rapport à ça, et c'est quelque chose auquel on peut être confronté dans l'automobile, c'est aussi l'accord contradictoire avec le réparateur. On a vu l'exemple des peintures à basse émission carbone. Comment c'est perçu, comment c'est appréhendé par le réparateur dès lors où vous allez amener peut-être des produits qui ne sont pas dans ces produits habituels? Alors, ça a été le deuxième sujet. Le premier sujet, c'est la marge, et le deuxième sujet, c'est les produits. Donc effectivement, il y a le produit habituel, et puis on a toujours fait comme ça, et puis ça marche bien, et puis moi je connais, et puis voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet de transformation de filière. Donc aujourd'hui, on a embarqué des gens hyper motivés, on va se le dire, sur la réparation. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'entreprise dans la réparation qui attendaient que ça, en fait, qu'on vient de les voir en leur disant on a un projet à faire avec vous, avec le GAN, avec la Maïf, on a des projets à faire ensemble. Il y a des chefs d'entreprise qui attendaient que ça pour se lancer. En revanche, pour embarquer la filière, il y a des sujets de formation, il y a des sujets d'information. Ce qu'on a vu quand même, c'est que quand on commence à poser des chiffres d'émissions et à dire à ces entreprises du bâtiment, votre bilan carbone à vous, et on l'a fait avec certains, on a fait le recalcul des émissions de leur chantier et on leur a dit votre impact climat cible. Je me souviens très bien d'une entreprise qui était à Saintes, on lui a dit c'est l'impact climat cible de toute la ville de Saintes, vos chantiers. Alors là, on réfléchit différemment. Là, on se dit, ah oui, quand même, c'est pas juste un coup de pinceau sur les murs, quoi. Quelque part, vous les avez accompagnés pour une prise de conscience. J'aime bien le mot acculturer parce que ça a souvent été utilisé par les gens de l'assurance. En tout cas, le besoin, effectivement, de former aussi les réparateurs. Former les réparateurs, mais je le redis, la mesure est importante. Que quand on commence à mettre des chiffres sur les choses, on se dit... Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, quel bénéfice je peux apporter moi aussi? Je peux agir avec un impact positif, je peux le mesurer, je peux le dire à mes clients, je peux le valoriser. Très bien. Merci. En tout cas, juste une petite pensée personnelle. J'étais à court d'arguments pour repeindre une pièce à la maison. Là, je vais pouvoir mettre le côté environnemental en disant je ne peux pas, c'est pas bon pour la planète. Merci. Bah, ça peut être bon pour la santé. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Jean-Vincent. En tout cas, moi j'ai appris aussi sur le carrelage, j'ai appris sur la peinture. Voilà, vous m'avez piégé, mais ça me permet de compléter mes voilà. Et je vais refaire mes peintures assez rapidement aussi. Voilà. Merci à vous.